le thème d'aujourd'hui, faut-il donner des droits aux animaux pour mieux les défendre? Je pense que nous avons tous été heurtés par les images de poussins passés au broyeur, de vaches à hublot, par les conditions d'abattage dans certains abattoirs, ou encore par la exploitation industrielle des bovins et des volailles, souvent dans une logique de rentabilité à outrance. Alors on peut légitimement s'interroger sur les conséquences de certaines activités humaines sur la faune de notre planète. Fort de cette prise de conscience collective, le parti animaliste a d'ailleurs réalisé un score de 2% aux dernières élections européennes de mai 2019. Mais pourtant, certains militants ne se cantonnent plus à la défense du bien-être animal, mais réclament désormais la fin de l'exploitation animale par l'homme, c'est la cause abolitionniste, l'interdiction de la chasse ou encore la fin de l'alimentation carnée pour l'homme, le mouvement végan. Pour d'autres encore, il s'agirait d'en finir avec le fossé que l'homme a tracé entre lui et les animaux dits non humains. Il faudra alors en finir avec la discrimination envers les animaux, qu'on appelle l'anti-espécisme. Alors dès lors, l'animal sera un être humain comme les autres, un animal non humain, et on pourrait lui conférer la qualité de personne. Si l'animal est une personne, alors pourquoi n'aurait-il pas lui également aussi des droits et la personnalité juridique? Alors les animaux sont-ils des êtres humains comme les autres? Faut-il leur donner des droits pour mieux les défendre? L'homme les exploite-t-il vraiment à son seul profit? Doit-on interdire la chasse et l'élevage animal? Quels sont les devoirs des hommes envers les animaux? Voici autant de questions auxquelles tenteront de répondre nos deux intervenants ce soir, deux spécialistes de la question animale. Alors nous avons d'un côté un ethnologue et anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la domestication des animaux, avec un intérêt particulier pour le cheval et les chiens. Il est également membre de l'Académie d'agriculture de France, il est lauréat de l'Académie vétérinaire, chevalier d'ordre du mérite agricole et membre de l'Académie d'agriculture de France. Il a publié plus de 20 ouvrages et 400 articles, dont L'animalisme est un anti-humanisme, ou encore La menace animaliste, pourquoi, comment, jusqu'où, le regard d'un anthropologue. Merci d'accueillir M. Jean-Pierre Bigard. De l'autre côté, nous avons un biologiste et journaliste scientifique. Il a été directeur de la rubrique scientifique au Figaro Magazine. On lui doit plus d'une centaine d'ouvrages scientifiques, pour la plupart en anglais, dans le domaine des neurosciences, tout particulièrement la maladie d'Alzheimer et la génétique. C'est aussi un défenseur de la théorie des animaux non humains. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la cause animale, dont L'animal est-il une personne, ou encore L'animal est-il un philosophe, Toussaint Kantien et Bonobo aristotélicien. Merci d'accueillir M. Yves Christen. Le débat va se dérouler de la façon suivante. Je vais donner la parole à environ 15 minutes à chaque intervenant. Ensuite, nous aurons 20 minutes de débat animé par mes soins. Et ensuite, une vingtaine de minutes de questions du public. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et à poser vos questions. Messieurs, je vous donne la parole. Je ne sais pas bien vous commencer. Oui, si vous voulez. Dans les sociétés occidentales, le sens commun établit une distinction entre l'homme, avec un H majuscule, c'est en tant qu'espèce Homo sapiens, et les animaux, et admet que l'homme domine, en bien ou en mal, le monde animal et végétal. Dans ce contexte, un mouvement d'opinion minoritaire mais actif s'est développé et conteste cette distinction hommes-animaux et influe plus ou moins consciemment sur les propos et les comportements de certains de nos contemporains. Mais de fait, si nous nous interrogeons sur les droits des animaux, c'est bien que nous les distinguons de l'homme. Alors la première difficulté qui est soulevée par le débat d'aujourd'hui, c'est la multitude animale. Vous remarquerez que je ne parle jamais de l'animal au singulier, mais toujours des animaux, car il existe une dizaine de millions d'espèces d'animaux, depuis les grands mammifères, dont l'homme, jusqu'aux invertébrés, insectes, mollusques, vers, méduses, etc. Le seul trait à peu près commun à tous les animaux, c'est la présence de collagène, qui est une protéine structurale qui a pour fonction de conférer au tissu une résistance à l'étérine. Et à la différence des plantes, ce que certains commencent déjà à contester, les animaux sont animés, doublés d'un souffle vital, anima en latin, d'où leur nom. Et ils sont doués de sensibilité,
de sentience, disent certains. Alors, un mot supplémentaire sur Homo sapiens. Il est un animal, certes, mais pas un animal comme les autres. Entre lui et les autres hominidés, s'est produit un saut cognitif, pas seulement de degré, mais aussi de nature, qui est le résultat de plusieurs millions d'évolutions séparées du genre Homo. On ne peut donc pas, sauf à être aveugle ou partial, n'est qu'il existe un propre de l'homme. Ce propre de l'homme tient et se manifeste par la posture verticale qui a libéré la main et développé le cortex cérébral en même temps que l'appareil vocal. Il se manifeste par un langage articulé et syntaxique, par l'écriture, par la mémoire transgénérationnelle que permet en grande partie l'écriture, en même temps que l'innovation permanente. Et enfin, par des structures et des normes sociales intentionnellement construites et des œuvres incomparables, les arts, les sciences, les technologies, etc. Je vous renvoie sur ce portrait que je viens extrêmement schématique que je viens de dresser de Homo sapiens. Je vous renvoie au livre que vient de publier Alain Proscience, qui était professeur de neurobiologie au Collège de France, livre intitulé Singe toi-même, paru aux éditions Odile Jacob il y a quelques mois. Mais même en écartant l'homme et en ne prenant en considération que les animaux non humains, on voit que ce dernier ensemble est trop vaste pour envisager de doter les animaux d'un statut juridique uniforme qui puisse, ne serait-ce qu'en partie, satisfaire les revendications des partisans des droits de l'animal. Quel est le statut des animaux dans notre droit positif français? Notre droit distingue plusieurs catégories d'animaux. D'abord, les animaux domestiques. Catégorie, et j'attire votre attention qu'il ne faut pas les confondre avec les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie sont en général des animaux domestiques, mais tous les animaux domestiques ne sont pas des animaux de compagnie. Tous les animaux domestiques, donc, sont considérés par notre droit comme des biens meubles, par opposition aux immeubles, et non pas, comme certains militants veulent nous faire croire, comme des meubles tabouchels. Ça n'est pas le sujet. Des biens meubles, c'est-à-dire qui peuvent se déplacer ou être déplacés. En tant que biens, ces animaux peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux. L'appropriation d'un animal vivant a un effet sur sa descendance éventuelle. Les petits des animaux appropriés sont également appropriés. Deuxième catégorie, distinguée par notre droit, les animaux sauvages, qui eux sont res nullius. Ils n'appartiennent à personne. Avec toutefois une exception, ce sont les animaux qui sont attachés à un fonds immobilier, lapins des Garennes, pigeons des Colombiers, ou les poissons qui sont dans un étang minimal. Seule la capture ou l'abattage par la chasse des animaux sauvages peuvent faire d'eux des biens sous certaines conditions. Des restrictions existent en effet à la capture ou à la chasse des animaux de certaines espèces protégées en raison de leur rareté ou de leur fragilité. Cette notion, ce souci de protéger les animaux ne date pas d'hier. Les dispositions législatives qui les protègent dans notre société, je vous en fais une histoire évidemment extrêmement résumée, ont pour origine des considérations morales qui sont apparues dans le sillage des idées des Lumières et de la Révolution française, avec notamment un premier mouvement qui s'appelait les Amis des bêtes de l'an 10. Puis il y eut la loi Grammont en 1851 qui condamne les mauvais traitements aux animaux domestiques en public, restriction qui sera d'ailleurs levée peu après. En Angleterre, au début du 19e, à peu près à la période, donc, choqués par le spectacle de l'abattage des animaux de boucherie en public, par les traitements infligés aux chevaux de trait et par certains divertissements populaires comme les combats d'animaux ou le bull running, la poursuite de taureaux
par des chiens, des bulldogs, d'où le nom de bulldog, des sociétés protectrices des animaux se sont formées. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'au début, en France, aussi bien qu'en Angleterre, le but initial était moins de protéger les animaux que de contribuer à l'éducation du peuple en le privant de spectacles qui étaient considérés comme dégradants. Ensuite se développèrent, donc la protection des animaux, finalement, maltraités, était plus un moyen qu'une fin. Ensuite se développèrent, notamment en Angleterre où elles furent très virulentes, des ligues anti-vivisection, des mouvements de surveillance des conditions d'abattage des animaux dans les zones de des protections des espèces sauvages menacées. Il y a, à la fin du XVIIe siècle, des éradications spectaculaires, comme celle du dodo, qui était un colombidé de l'île Maurice, qui a été exterminé totalement, disparu de la surface du globe. À noter que tous ces mouvements furent encouragés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par les grandes idées romantiques, et aussi par les premières militantes féministes au motif que les animaux, tout comme les femmes, étaient victimes des hommes. L'attitude, en tout cas, qui prévalait était la compassion envers les animaux, attitude que je qualifie, en empruntant un mot à Hemingway dans Mort dans l'après-midi, un mouvement, un sentiment, une opinion animalitaire, calquée sur humanitaire. Ces préoccupations morales ont conduit, sous l'influence du philosophe anglais Jeremy Bentham, qui a vécu à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, à un courant de pensée philosophique dit utilitariste. En ce sens, il considère comme utile tout ce qui procure du bien-être au plus grand nombre, c'est-à-dire non seulement les hommes, mais également les animaux, en établissant une équivalence entre la souffrance animale et la souffrance humaine. Cette mise sur un pied d'égalité des animaux et des humains est à la base de la notion d'antispécisme due au psychologue britannique Richard Rieder au début des années 1970 et qui fut popularisé par Peter Singer dans un livre qui a été célèbre, Animal Liberation, paru en 1975. Donc l'antispécisme, c'est le refus du spécisme, c'est-à-dire de l'attitude qui consiste à établir des différences de traitement entre les espèces, notamment entre l'homme et les animaux non humains. Et c'est ainsi que, peu à peu, l'animalitaire a eu tendance à céder le pas à l'animalisme, c'est-à-dire à un type de raisonnement centré sur les animaux élevés au même rang que l'homme, voire à un rang supérieur. On connaît la suite, pour me limiter aux choses les plus spectaculaires, les campagnes choc de notre Gilles Bardot national contre la chasse des bébés phoques et contre l'hypophagie, les images volées par L214 dans les abattoirs et certains élevages et complaisamment diffusées par les médias, etc. Tout cela a encouragé des actions violentes contre des laboratoires, des chercheurs, des boucheries, des abattoirs, des élevages, au point d'amener le gouvernement français tout récemment à créer une brigade de gendarmerie nommée Déméter. Déméter était la déesse de l'agriculture dans la Grèce ancienne. Brigade de gendarmerie spécialisée dans la répression de ce type d'actions. Actions qui sont d'autant plus violentes et choquantes qu'elles sont marginales et inspirées par des courants d'opinion très minoritaires. Selon une étude récente du CREDOC, récente de 2019, les véganiens ou véganes, je dis véganiens en français, représentent 0,5% de la population française. Les végétaliens, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas de produits, aucun produit animal, même pas de lait, miel, etc., 1,5%, et les végétariens qui ne mangent pas de viande, 4%. Alors, les thèses antispécistes sont, me semble, fragiles sur le plan moral et inutiles sur le plan juridique. Premièrement, elles ne tiennent pas compte
des différences entre les différents degrés que représente ce qu'on appelle la nociception, la douleur et la souffrance. J'explique souvent cette différence en prenant l'image d'une allumette allumée. Vous allumez une allumette, vous la tenez dans vos doigts, vous sentez la chaleur approcher, vous avez un réflexe immédiat, vous lâchez l'allumette, c'est la nociception. Si vous persistez à garder l'allumette, elle va vous brûler, c'est la douleur. Si en revanche, c'est quelqu'un, un tortionnaire extérieur, qui vous impose la brûlure de l'allumette, là c'est la souffrance, car il s'y ajoute une dimension psychologique. Donc, l'utilitarisme dont je parlais tout à l'heure ne tient pas compte de ces nuances. Deuxièmement, les thèses antispécistes ignorent ou contestent, comme je l'ai déjà dit, le propos de l'homme. Troisièmement et enfin, je vais me réfugier derrière un juriste que je crois éminent, qui est Renaud Deneau de Saint-Marc, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État et président de la Commission législative. Il n'est pas nécessaire, écrit-il, de reconnaître des droits aux animaux pour affirmer que l'homme a des devoirs à leur égard. Et il donne un exemple parlant, je le cite toujours: les propriétaires de monuments historiques ont des devoirs, notamment de conservation et d'entretien que la loi leur impose. Mais ces monuments n'ont aucun droit. La même observation vaut à l'égard de la forêt. Depuis les ordonnances de Colbert et jusqu'au code forestier actuel, les propriétaires de forêt, personnes publiques ou personnes privées, ont des devoirs à l'égard de la conservation de la forêt. Leur droit de propriété est limité en considération d'objectifs de protection des sols, lutte contre l'érosion par exemple, et de préservation de la ressource en bois. Mais les arbres n'ont pas reçu pour autant de droits en contrepartie. Bref, ne pas maltraiter les animaux et réprimer les mauvais maîtres n'implique pas que les animaux soient déclarés comme des personnes, c'est-à-dire, écrivent tous les dictionnaires, des individus d'espèces humaines. Ça n'implique pas non plus de leur reconnaître des droits qui, eux, impliquent des devoirs, car les animaux n'ayant pas de devoirs envers l'homme ne sauraient de ce fait être titulaires de droits. En revanche, des devoirs s'imposent à l'homme. Lesquels? Le premier, c'est de bien traiter les animaux qu'il possède. À l'égard des animaux familiers et des animaux dits de rente, ceux qui les élèvent pour en tirer des services et des produits, l'homme a incontestablement des devoirs que la morale reconnaît dans toutes les civilisations occidentales contemporaines et que le droit impose, voire notamment le Code rural, article L214. C'est aussi l'intérêt des propriétaires de tels animaux, l'éleveur tirant un meilleur profit des animaux qu'il aura convenablement nourris et traités. Alors, on utilise de plus en plus en ce moment, depuis disons les années 70, une notion qui est celle de bien-être animal. Cette notion de bien-être animal est en partie subjective et traitée et teintée d'anthropomorphisme. Elle a cependant pénétré notre droit par l'intermédiaire de directives européennes relatives au transport des animaux, à l'élevage intensif des veaux, des porcs et des poules pondeuses. Sa définition repose sur 5 libertés. Bon, le texte original qui est en anglais parle de freedoms, je n'ai jamais compris pourquoi on appelle ça des libertés. La première, c'est l'absence de faim et de soif. La deuxième, c'est l'absence d'inconfort. La troisième, c'est l'absence de douleur, de blessure ou de maladie. La quatrième, liberté, là c'en est une, d'exprimer des comportements naturels propres à chaque espèce. C'est une liberté, mais un critère absurde, puisque justement, un des moyens et des buts de la domestication des animaux, c'est de les empêcher, de se laisser aller à leur comportement naturel. Sinon, le chien qui descend du loup, vous ne pourriez pas l'approcher sans vous faire mordre, ni une vache sans vous faire encorner, ni la cheval sans vous faire doter. Bien. Et la cinquième, freedom, c'est l'absence de peur et de détresse. À la notion de bien-être animal, je préfère personnellement celle de bien-traitance dans le respect des animaux. Or, respecter les animaux, c'est respecter leurs différences. Un chien n'est pas un chat, un cheval n'est pas un bœuf, etc. Le spécisme est donc, par définition,
plus respectueux des animaux que l'antispécisme. Le deuxième devoir qui s'impose à l'homme, c'est de protéger la faune sauvage. Ces devoirs s'étendent aujourd'hui à l'ensemble des espèces animales et végétales qui constituent notre environnement et qui est reconnu comme patrimoine commun de l'humanité. Il s'agit de léguer autant que possible à nos descendants un monde vivable et viable, durable, comme on dit aujourd'hui. Pour ce faire, l'homme doit veiller au maintien des équilibres biologiques et écologiques, lutter contre l'appauvrissement de la liberté, mais à ce titre, il est fondé à éliminer des espèces allochtones invasives introduites accidentellement dans un milieu qui n'est pas le leur. C'est le cas du ragondin, c'est le cas du raton laveur, de l'ibis sacré, de la tortue de l'école de Louisiane, de la tortue floride, etc. Ou qui limite l'expansion d'espèces protégées, mais trop prolifiques, au point qu'elles deviennent une nuisance. C'est le cas du cormoran, des écureuils gris, du cygne, etc. Plusieurs conventions internationales ont d'ailleurs été signées sur le thème de la protection des milieux et des espèces. Je conclus. Au nom de la compassion envers les animaux et de la conservation de la nature, tant les espèces sont nombreuses. Non, au nom de la compassion envers les animaux et de la conservation de la nature, nous jetons aujourd'hui un regard nouveau sur les animaux et sur les milieux dans lesquels ils vivent. Mais la tentative de reconnaître ou d'attribuer des droits aux animaux demeure vaine, et cela pour au moins 3 raisons. Premièrement, le droit aurait bien du mal à appréhender l'animal tant ces espèces sont nombreuses et différentes, et tant le regard que l'homme pose sur elles est lui-même différent. Deuxièmement, le droit est conçu par et pour les personnes, ce que les animaux ne sont pas. Troisièmement et enfin, en matière de protection animale, comme en bien d'autres domaines en France, l'appareil législatif et réglementaire existe, le tout est de le faire appliquer. Je vous remercie. Oui, d'abord, merci d'avoir organisé cette réunion. Alors, je voudrais d'abord vous dire que ma préoccupation personnelle fondamentale n'est pas de m'intéresser au problème de droit, ni même d'ailleurs de m'intéresser au problème pratique de savoir si on doit dire telle chose. Je suis bien conscient, pour autant, que le discours que je produis va effectivement dans un sens. Disons que je suis un animaliste, si vous voulez. La base de ma démarche est une démarche essentiellement scientifique. Je crois qu'il s'est produit au cours des dernières décennies une avalanche de découvertes qu'il n'est pas possible d'ignorer, malgré le fait que, en général, des gens les ignorent. Et je crois que ces découvertes, c'est d'ailleurs assez spectaculaire de voir dans quel sens ça va, parce que quand j'ai publié cet ouvrage qui s'appelle Animal et une personne, avec un point d'interrogation, mais vous avez peut-être deviné que c'était quand même pour la forme. J'ai quand même épluché la totalité de la littérature scientifique, il faut quand même plusieurs milliers de travaux, d'articles et de livres, qui me semblaient, et qui me semblent toujours aller dans un certain sens. Et après cet ouvrage qui est paru à ce petit édition, très bien, un nombre équivalent de travaux ont été publiés, et je crois quand même qu'ils vont effectivement tous dans le même sens, et je crois qu'il est impossible aujourd'hui, en conscience, d'évoquer quelque chose qu'on peut appeler le propre de l'homme. Je crois qu'il n'y a strictement rien, aucune faculté cognitive, aucune faculté fondamentale qui n'existe pas d'une manière ou d'une autre des univers dans d'autres espèces animales. Ça vaut pour la faculté de raisonner, pour ce qu'on appelle l'intelligence, ça vaut pour la conscience, ça vaut pour le langage, ça vaut pour la théorie de l'esprit, ça vaut pour les sentiments, ça vaut pour l'empathie. Et il n'est pas possible évidemment de lier tout cela, mais je vais vous donner surtout 2 exemples qui me paraissent parmi les plus importants et les plus récemment décortiqués. Il y a ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire le fait de savoir penser, et le web mental en même temps. Ce sont des choses dont on n'avait même pas idée il y a ne serait-ce que quelques années.
Et donc bien sûr le bon sens qui enseignait que les hommes et les animaux et l'humain c'était pas la même chose, n'en avait pas conscience. La métacognition, c'est le fait de savoir commencer. Et il a toujours été considéré que seuls les humains d'abord étaient conscients, ce qui relève de la mythologie, car il n'y a pas beaucoup de travaux qui justifient pareil, et que bien sûr, étant conscients, ils étaient les seuls à savoir qu'ils savaient. Beaucoup de gens avaient de dire les animaux savent des choses, mais ils ne savent pas qu'ils les savent. Alors, c'est l'instinct, etc. Des expériences extrêmement précises, je pourrais éventuellement vous expliquer, mais on peut faire de telles études, mais ce n'est pas le lieu de rentrer dans les détails expérimentaux, montrent très clairement qu'effectivement, les animaux d'expérience étaient d'abord montrés chez les dauphins, chez un dauphin et chez toute une série de singes, mais aussi chez le rat, montrent que ces animaux savent ce qu'ils savent, et savent qu'ils ne savent pas, et éventuellement on peut dire qu'ils ne sont pas sûrs de savoir. Vous comprenez que quelqu'un qui sait qu'il sait ou qui sait qu'il ne sait pas, c'est quelqu'un qui est conscient du savoir qu'il a. Le deuxième type de faculté, de faculté cognitive également assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le voyage mental dans le temps, qui correspond au concept de mémoire épisodique. Alors on sait bien depuis toujours que les animaux ont une mémoire, tous les animaux, mais plus ou moins bien entendu, certains ayant d'ailleurs certainement des mémoires très supérieures aux nôtres, comme la plupart des corvidés, comme les écureuils, etc. Mais l'idée est que l'on pensait que ces gens-là pouvaient se rappeler de là où ils avaient caché telle ou telle graine, sans avoir pour autant la conscience du fait que quand est-ce qu'ils ont fait cela. C'est important, parce que ça c'est la base de l'histoire, du sentiment historique, le fait de pouvoir se rapporter dans le passé à un événement précis. Les études d'abord menées chez des corvidés, chez les geais, montre très clairement que ces oiseaux sont capables de voyager mentalement dans le passé et également de voyager mentalement dans le futur, c'est-à-dire de se représenter. Vous voyez, c'est une chose très importante parce que c'est comme ça que nous fonctionnons, nous humains. Nous avons dans notre poche des trucs qui ne nous servent pas tout de suite. Hein. Je ne sais pas quoi, un couteau suisse, un machin, etc. Parce qu'on prévoit que ça va nous servir plus tard. Hein. Et ces travaux, d'ailleurs, ont conduit à développer une idée relativement nouvelle qui est que la mémoire n'est pas un instrument qui sert à gérer le passé. À quoi bon gérer le passé? C'est un instrument qui sert à gérer le futur. Et chose assez fantastique, sur ces deux facultés cognitives qui sont parmi les plus extraordinaires qui soient, d'une certaine façon, on en sait plus chez les animaux non humains que chez les humains. Pourquoi? Parce que dans le cas des animaux non humains, on a pu voir dans le cerveau comment ça se passe, ce qu'on ne sait pas faire chez l'homme. Hein. C'est-à-dire on peut savoir dans quel type de neurone il faut mettre une électrode pour voir effectivement cette opération. Dans l'hippocampe du rat, on peut voir le rat voyager mentalement, voir le circuit du voyage dans son labyrinthe, quand il pense au voyage qu'il a fait, notamment au moment où il rêve, ou quand il pense au voyage qu'il va faire. Vous voyez, vous pouvez, électrode par électrode, voir ce que vous ne pouvez pas voir chez l'homme. Donc, d'une certaine manière, on en sait plus chez les animaux non humains pour ces facultés cognitives très élaborées que on en sait dans l'expression. Par ailleurs, il faut bien voir que sur tous les plans, il n'y a plus de raison d'avoir cette idée de propre de l'homme sur le plan moléculaire génétique. Sur le plan génétique, l'homme et les autres grands singes, c'est à peu près la même chose. Il n'y a quasiment pas de différence. Et à la fois sur le plan de la séquence génétique et sur le plan de l'expression des gènes. Dans le domaine de la génétique, il compte ce qui est dans le message et la manière avec laquelle le message s'exprime. Un nombre incalculable d'études ont été menées, toutes dans l'idée de voir le truc spécial, n'est-ce pas, qui existerait dans la génétique ou dans l'expression génique qui existerait chez l'homme et nulle part chez d'autres grands singes. La réalité est qu'on a bien trouvé des choses, mais toutes les choses que l'on a trouvées se trouvent chez tous les autres grands singes. Au passage, pour le cas où ça ne me paraîtrait pas évident, les hommes sont des singes. Ce sont des grands singes, font partie du groupe des grands singes, et dans l'ensemble des hominidés se trouve bien sûr l'homme, les hommes, aussi tous les hommes du passé. Hein. Et si on voulait faire une césure entre l'homme et les autres animaux, il faudrait s'interroger aussi sur l'Homo erectus, l'Australopithèque et un certain nombre d'autres citoyens.
il y a, sur le plan, donc, il y a vraiment quasiment pas de différence, et nous sommes des hominidés au même titre que le chimpanzé, au même titre que le bonobo. Sur le plan cellulaire, sur le plan moléculaire, il n'y a pas un neurone particulier dans le cerveau humain. Du reste, si vous aviez entre la photo d'un cerveau de chimpanzé et d'un cerveau humain, si vous ne voyez pas la différence de volume, qui est important, vous ne feriez pas la différence. C'est d'ailleurs l'organe qui est le plus proche. Si on voit les tubes digestifs de chimpanzé, ça saute aux yeux que ce n'est pas pareil que celui de l'homme. Si vous regardez le système immunitaire, vous allez voir des différences. Si vous regardez le cerveau, si vous regardez de très près, vous allez voir quand même des différences. Mais en dehors du volume, vous n'en verrez quasiment pas. Il faut être vraiment l'homme de l'art pour le voir. Donc véritablement, sur le plan matériel, matérialiste, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir une idée propre de l'homme. Et ceci me conduit à dire que, contrairement à ce qui est dit habituellement, l'anthropomorphisme, c'est la démarche scientifique par excellence dans le cas qui nous occupe. Pourquoi? Parce que, à moins d'avoir une vision mythologique des choses, nous procédons tous de l'évolution des espèces, des mécanismes de la sélection naturelle, et sur le plan moléculaire, nous fonctionnons de la même façon. C'est la raison pour laquelle, pour reprendre l'exemple de la douleur, si vous prenez une aiguille et que vous piquez un bonhomme, ou bien un rat, ou bien un singe, non humain, vous allez le voir retirer sa patte, et l'hypothèse qu'il faut faire, et c'est plus qu'une hypothèse, c'est que c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont les mêmes mécanismes, et c'est tellement vrai que les mécanismes de la douleur ont été étudiés chez les animaux non humains, n'est-ce pas? Donc s'ils ne souffraient pas, s'ils ne ressentaient pas la douleur, il n'y aurait pas de raison, effectivement, de faire cela. Alors, le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la notion de personne. Quand je parle de personne animale, moi, je veux dire quelque chose d'extrêmement précis. Je considère que la notion de personne humaine ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est du bavardage, sauf à préciser ce qu'on en entend. Alors, j'entends bien que pour les juristes, ça signifie quelque chose. Mais c'est une abstraction, n'est-ce pas, que les juristes utilisent en tant que telle. Pourquoi je parle de personne animale? Et je pense qu'on devrait parler de personne humaine dans le même sens. C'est en vertu de deux types de critères. L'un qui est celui qui a été un peu évoqué par Jean-Pierre Dicard, qui est celui de la sensibilité, de la sentience, des émotions, des sentiments, de la raison, de l'intelligence, etc., qui font qu'on a un certain type de gabarit cognitif, si je puis dire. Le deuxième élément, qui est de nature complètement différente, c'est celui qui est lié à l'existence de personnalités différentes, de différences individuelles. Les êtres ne sont pas interchangeables. Les humains ne sont pas interchangeables. Les animaux d'une même espèce non plus. Depuis au cours des 10 dernières années, on a étudié sur un nombre considérable de choses. Ça a d'abord commencé avec les mésanges, mais aussi avec beaucoup d'espèces. On a montré qu'au sein des mêmes espèces, d'une même espèce, il y a des différences de personnalité, de tempérament, de facultés cognitives, même chez les fourmis, entre les individus de la même espèce. Non seulement ils sont différents, mais ils ne sont pas interchangeables. Ils occupent dans leur réseau une place particulière, ce qui fait que si vous en flinguez un, eh bien, ça va faire de la peine à sa maman, à sa petite sœur, à ses voisins. Celui qui était fâché avec lui sera très content, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça va changer quelque chose. C'est très important de voir ça, parce que les écologistes, souvent, ne le voient pas. On peut imaginer protéger une espèce animale en la chassant, si on préserve les équilibres naturels. On peut imaginer ça, oui, mais le type que vous avez flingué, lui, ça lui fait quelque chose, n'est-ce pas? Prenons l'espèce humaine. Lorsque, dans un village, un enfant a été violé, tué, torturé par un criminel pédophile, etc., imaginez que le même jour, il y a un autre enfant qui naisse, n'est-ce pas? Personne ne dirait, il n'y a pas de problème, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est né, la balance est la même. Alors, on voit bien que ce n'est pas pareil, parce que précisément, il y en a, pour les parents de cet enfant et pour ses proches, ça lui fait quelque chose, ça fait une différence. Et dans le cas des animaux non humains, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, cet entendement que j'ai de la personne, pour moi, ça veut dire quelque chose. Quand j'ai parlé de personne animale, ce n'est pas pour upgrader les animaux non humains, c'était pour signifier quelque chose qui me paraît infiniment plus précis que la notion de personne humaine telle qu'elle est habituellement utilisée. Alors, j'ai dit que mon sujet, ce n'était pas la question du droit, mais je vais
bien conscient que ce studio-là a quand même un certain effet. Ça a d'ailleurs d'autant plus d'effet que une faculté de droit qui est celle de Toulon a organisé au mois de mars dernier un colloque où vous m'avez invité et où ils ont produit une déclaration, qui est la déclaration de Toulon, qui, je ne vais pas vous la lire, c'est bien qu'elle ne soit pas très très longue, mais enfin, quelques passages, universitaires, juristes, etc., participant à un colloque organisé sur l'Université de Toulon sur le thème de la personnalité juridique de l'animal, considérant les travaux réalisés dans d'autres champs disciplinaires, notamment les chercheurs en neurosciences, ayant pris connaissance de la déclaration de Cambridge du 7 juillet 2012, déclaration dans laquelle un certain nombre de scientifiques de très haute réputation ont affirmé qu'il était incontestable que les certain nombre d'animaux, en tout cas les mammifères, les oiseaux et probablement les céphalopodes et un certain nombre d'autres personnages, ont incontestablement une mémoire, une conscience, etc., etc. Donc, considérant tout cela, déclarant que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses. C'est intéressant, parce que ce sont des juristes, n'est-ce pas, ils ont leur propre terminologie. Qu'il est urgent de mettre définitivement fin au règne de la réification, que les connaissances actuelles imposent un nouveau regard juridique sur l'animal, qu'en conséquence, la qualité de personne au sens juridique doit être reconnue aux animaux, etc., etc., un certain nombre d'éléments. Je vous ai donné la tonalité générale qui... Alors, un certain nombre de gens vont vous dire que ça ne fait pas sens de donner des droits à des animaux puisqu'ils n'auront pas de devoir ou qu'ils ne sont pas capables de revendiquer leurs propres droits. Je crois que c'est un non-sens de dire ça, car par définition, pourrait-on dire, le droit est fait pour que le plus faible soit plutôt protégé. Le plus fort n'a pas tellement besoin d'être protégé par le droit. Et parmi les plus faibles, il y a les enfants, il y a les gens qui sont dans les capacités de se défendre, physiquement ou intellectuellement, etc., etc. Et vous comprenez bien que c'est donc pour moi un argument qui est un argument de très faible. Je vois que le temps passe très rapidement. Ayant dit ceci, je suis personnellement tout ce qu'il y a de plus darwinien. C'est-à-dire que je ne crois pas une seule seconde que nous vivions dans un monde de bisounours, que tout le monde est gentil, etc. J'ai beaucoup écrit sur le fait que les animaux non humains ont des sentiments d'altruisme et d'empathie, à peu près équivalents à ce qu'on trouve dans l'espèce humaine, bien entendu en privilégiant leurs petits camarades plutôt que leurs ennemis. C'est exactement ce qui se passe dans l'espèce humaine. Tout le monde parle des droits de l'homme, mais les pays qui parlent des droits de l'homme sont ceux qui bombardent le plus, d'autres pays avec lesquels ils se sont d'accord. Donc, ne croyons pas qu'on peut demain arriver dans une forme de paradis terrestre, tous les animaux vivent ensemble, comme dans la crèche, etc., etc. Ça n'est pas vrai. Les tigres sont carnivores. Ils vont rester, et puis d'ailleurs ce serait pas tellement décent de leur empêcher de l'être. Mais ça n'empêche pas, n'est-ce pas, le fait d'avoir dit cela n'empêche pas, vous savez, c'est la logique de l'ultime avoir de mon père. Si le monde est cruel, s'il y a la guerre, c'est pas pour autant qu'il faut se comporter inutilement et excessivement de manière cruelle. Alors, ça veut dire aussi, et c'est une question que Jean Canigard a évoquée, qui est celle de la diversité des animaux. C'est vrai que, on dit, qu'est-ce que c'est que l'animal? Ça englobe le ver de terre, ça englobe les paramécies. Je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Parce que précisément, on a fait une immense variété et que ce que nous disons là, en matière de droit, concernerait plutôt les animaux chez lesquels, par exemple, les preuves de vivants, les sciences en des évidences, comme les mammifères et les oiseaux. La question des céphalopodes se pose aussi, mais enfin, c'est pas. Et ça ne peut être évidemment, il n'y a pas de ligne absolue, il n'y a pas une barrière au-dessous de laquelle on est une personne ou pas. Très rapidement, je crois que j'ai fait passer mon temps de parole. C'est vrai qu'il y a une opposition, le titre dit déjà Canigard est très bon, entre l'animalisme et l'humanisme. Enfin, l'humanisme considéré comme étant la philosophie qui hypertrophie le rôle de l'espèce humaine, croissez, multiplier, assujettissez la nature, le monde est fait pour vous. Ça, je crois que cette forme d'humanisme, elle est plus que critiquable en vertu de tout ce que je dis jusqu'à présent, mais aussi en vertu de la seule constatation que tout de même aujourd'hui, c'est pas les orang-outans qui détruisent la forêt à Bornéo, l'espace,
ce ne sont pas les Lémuriens qui mettent le feu chaque année à 600 000 hectares de forêt à Madagascar, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ce n'est pas non plus les animaux humains qui dégradent le climat, la planète, la biodiversité, etc. Donc je veux dire par là qu'il me semble que si on voit avec un peu de distance, il n'y a pas match nul, vous voyez, dans cette espèce de débat, et il est vrai, objectivement vrai, que l'humanisme conçu, non pas l'humanisme de la Renaissance pour dire qu'on est pour la culture et qu'on ne peut pas se faire des choses par un petit Jésus ou autre chose, non, l'humanisme impérial, qui est l'impérialisme de l'espèce humaine, c'est quelque chose qui est en train, sinon de détruire la planète, du moins de produire de très 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 graves dommages, quel que soit le niveau. Vous voyez qu'on estime que le GIEC exagère pour le climat, le machin, etc. Personne ne peut contester. Il y a sur le plan écologique des problèmes majeurs. Personne ne peut contester que la biodiversité est en péril et probablement pas que le climat est en train de se réchauffer, même si on ne sait pas de combien de degrés et à quelle échéance. Donc vous voyez, je crois que ce sont les problèmes que nous évoquons ne sont pas simplement des problèmes d'idées, de regard sur le monde, il y a aussi un enjeu réel. Et je vous le dis d'autant plus que ce que je vous dis là, le regard que j'ai aujourd'hui sur ces affaires, n'est pas celui que j'avais il y a 30 ans. Mais je crois qu'il faut savoir constater les choses telles qu'elles sont. Excusez-moi, je crois que j'ai un peu dépassé. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez un mot rapide sur ce oui, plusieurs. avant les questions. Pour résumer la chose, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est d'accord sur rien. On n'est pas complètement d'accord. On est d'accord sur rien. Alors déjà, commencer par dire, ma démarche est scientifique, ça veut dire l'autre, il n'est pas scientifique. J'ai prétention à être au moins aussi scientifique que vous. Ah mais j'ai pas du tout voulu dire ça. Ça peut se non, je voulais dire simplement que deuxièmement, c'est pas un problème moral qui m'anime. Je vais en parler. Je vais en parler de cette science, cette science dont vous réclamez. En ce moment, depuis 20 ou 30 ans, il y a toute une génération d'éthologues, que j'appelle des éthologues militants, qui sont des virtuoses de la surinterprétation de la métaphore. Il y a Charles Strong qui nous a parlé de babouin presque humain, Dan Raza qui parle de la famille mongoose comme de la famille idéale, mais le champion de toute catégorie, c'est Franz de Waal, que vous avez lu évidemment comme moi, et on sent chez tous ces gens-là, vous dites l'anthropomorphisme ne fait pas de mal, mais si, parce que là, dans l'anthropomorphisme que tous ces éthologues pratiquent, c'est un réductionnisme qui fait écran à une exacte connaissance des animaux. Alors, bon, on peut rentrer dans les détails, la métacognition, le cerveau, oui, on voit tout ça, je pense, mais on ne voit pas non plus ce qu'ils pensent. Les gènes communs, 98-77% de gènes communs entre le chimpanzé et l'homme. Bon, vous êtes généticien, je crois, ou vous avez fait de la génétique. Dire ça, c'est oublier qu'il y a 1,23% de gènes qui sont des gènes codants, qui font toute la différence. Mais cela, on n'en parle jamais. Alors là, je ne veux pas trop m'appesantir. Le propre de l'homme, franchement, est-ce que vous avez déjà, est-ce que des bonobos ou des guépards que vous avez étudiés vous ont déjà parlé? Est-ce qu'ils vous ont joué du violon? Est-ce qu'ils vous ont... Bon, voilà. Cette notion de personne, moi j'ai fait de l'équitation pendant 40 ans, tous les cavaliers savent bien qu'il n'y a pas deux chevaux identiques. Chaque cheval a sa personnalité. Est-ce que c'est pour ça que les chevaux sont des personnes? Bon. Ensuite, votre argument final, c'est l'homme détruit la planète. Je l'ai dit en commençant, l'homme domine le monde végétal et animal, aussi bien en mal qu'en bien. En effet, l'homme a beaucoup détruit, il a aussi protégé, valorisé, etc. Bon,
Admettons que l'homme a fait énormément de mal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide? C'est les bonobos qui vont venir sauver le monde? Voilà, je crois qu'il faut être un peu sérieux. Alors écoutez, il faut essayer de donner des réponses. D'abord, je précise bien que je ne prétends dire des choses sur la science, je ne dis pas pour autant que les autres ne sont pas scientifiques. Je vous dis simplement que sur les points que j'ai exposés, je crois qu'il serait difficile, en entrant dans le détail, de les contredire. Mais pour répondre à une de vos demandes, est-ce que vous avez vu un journal parler d'un cas? Eh bien oui. Eh bien oui. Je vais vous donner un exemple. Je pourrais en donner 50. En allant voir, vous savez que le bonobo qui a fait parler de lui s'appelle Candy. Candy était étudié par une amie à moi qui s'appelle Swiss Rambo, qui à l'époque travaillait à l'Institut Yerkes, à Emory, près d'Atlanta. Et donc, quand je suis allé chez elle, enfin, à son laboratoire, Sue m'attendait sur la porte du laboratoire, non pas avec Candy, qui était une trop grosse bête et qui donne le poing et qui lui arrache la tête, mais avec sa petite sœur qui s'appelle Pamalisha. Et Sue dit en anglais, à Pamalisha, c'est Yves qui vient nous voir de Paris, en anglais. Pamalisha répond avec un keyboard, avec un tableau de bord sur des icônes. Et ce qui m'a apporté un cadeau, en parenthèse, ça a été la honte de ma vie, parce que je ne lui avais pas apporté de cadeau. Et la première chose que j'ai faite au retour à Paris, c'est de lui acheter un béret basque, parce qu'elle adore les chapeaux. Sauf que les bérets basques, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas les petites tailles. À la dernière image de ce séjour, j'ai passé 3 jours là-bas. Quand j'ai quitté l'Institut, Sue me dit, les 2 personnes qui viennent chercher mon keyboard pour travailler avec des humains handicapés. Et au milieu de cela, j'ai vu Candy tailler le silex pour fabriquer des outils. Et concernant, donc,